And here is Stafford's pass, and it's caught, and it's touchdown time. Kenny Golladay to the end zone. The catch is made for a touchdown by Kenny Golladay. Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast. Ça y est, nous avons signé notre wide receiver star après plusieurs jours de suspense. J'ai avec moi comme d'habitude Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Eh ben écoute, ça va. Je pense qu'on peut annoncer qu'on a rebaptisé ce podcast le Kenny Golladay Podcast. Non, c'est une blague bien entendu. Ça peut être un nom spécifique pour juste ce podcast-là. Voilà, mais c'est vrai que ça fait quelques jours qu'on parlait de quand est-ce qu'on faisait un podcast et on attendait cette fameuse signature pour pouvoir enfin faire l'enregistrement, et c'est fait. Ouais, ça aurait été dommage d'enregistrer ça un jour avant et puis il signe derrière, on se dit mince, on est passé juste à côté, c'est dommage. En tout cas, voilà, donc on a bien fait de repousser un tout petit peu, ils nous ont fait attendre, hein, les Giants, ça a duré 3 jours entre le moment où on sait qu'il était dans les locaux et le moment où il a signé, donc ça a mis un petit peu de temps. En tout cas, eh bien moi je suis très heureux, j'ai bien dormi la nuit dernière. Voilà, je me dis que normalement on n'a plus de trous dans cet effectif et il y a de quoi faire, et une saison en tout cas qui risque d'être intéressante. On va reparler. Ouais, on a quand même quelques petits trous, hein, mine de rien. C'est ce que je te disais. Toujours des trous. Non, des petits trous, comme disait notre ami chanteur. Des petits trous. Non, mais c'est comme je te disais, la signature de Kenny Golladay, on y reviendra en détail. C'est une excellente nouvelle, mais c'est une nouvelle qui nous coûte cher, et mine de rien, on a quand même d'autres postes, je pense cornerback ou même garde, où on a mine de rien des petites faiblesses à combler. C'est Serge Gainsbourg, les petits trous. Voilà. Merci. Oui, alors il y a toujours, de toute façon, tu seras jamais parfait à tous les postes. Évidemment, il a coûté un petit peu cher, mais c'était aussi le meilleur receveur de cette free agency. Donc voilà, on en reparlera juste après. Alors moi, je voulais juste faire, avant qu'on passe joueur par joueur, je voulais juste rappeler, parce que ça m'a fait marrer un peu la manière dont ça s'est passé, et moi, comme un gros bouffon, j'étais un peu comme tout le monde aussi, à flipper au tout début de cette free agency, puisque au tout début, ça a commencé par... donc on avait tagué Leonard Williams, ça on le savait. On a vu Tomlinson partir. On s'est dit bon, on s'y attendait aussi, parce que c'était compliqué d'avoir l'argent pour signer 2 gros defensive tackles. Donc il est parti aux Vikings, Tomlinson, pour je sais plus 10 ou 11 millions de dollars par an. Ouais, c'est ça, 2 ans, 22 millions. À ce moment-là, on signe un running back, Devontae Booker, qui n'est pas le mec le plus impressionnant du monde, mais on sait que c'était pour running back 2, forcément la place de running back 1 est prise. Donc un peu déçu, on se dit qu'il y a très peu de chances que Gallman re-signe, à moins que ce soit vraiment un prix très 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 faible, mais a priori ils n'ont pas confiance en Gallman, ils ont préféré signer Booker pour 2 ans, 6 millions de dollars, donc ça faisait beaucoup d'argent. Deuxième signature, on signe un fullback, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Et à ce moment-là, Leonard Williams, la signature de son contrat long terme se fait pas, et donc en fait ça bloque un peu tout le reste de notre free agency, et donc il y a tout qui va mal. On se dit oh là là, c'est parti, tout le monde était là, Gettleman faut le virer, c'est vraiment une grosse merde, comme d'habitude, parce que le fan des Giants est impatient. Enfin, on commence à avoir l'habitude, en effet, ouais. On commence à avoir l'habitude, donc ça se passe comme ça jusqu'à ce que finalement alors je me souviens qu'en fait on a des tweets qui partent, la signature de Leonard Williams c'est loin d'être fait, ça se fera jamais, machin. On commence moi d'ailleurs je t'envoie un texto, je dis oh là là, c'est la galère, ça a l'air de pas bouger et tout. Et au final, 2 heures plus tard, le deal se fait à un prix assez élevé, 21 millions de dollars par an, on en reparlera juste après. Mais ça a débloqué tout. Derrière, on signe pas mal de joueurs très intéressants, et on va pouvoir revenir en détail. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est de voir à quel point on a paniqué en fait en une journée où ça allait pas dans notre sens, alors qu'en fait on attendait 24 heures et les choses se décantaient, et ça a fini par avancer tranquillement. Mais c'est vrai que cet ensemble d'événements, Tomlinson qui part, Leonard Williams qu'on n'arrive pas à signer, on signe un running back, un fullback, on se dit mais c'est pas du tout de ça qu'on a besoin en priorité. On voit et puis en fait je crois que le pire c'est de voir les autres équipes et les tweets qui partent des autres équipes qui signent des joueurs. Tu te dis oh là, il y a vraiment que nous qui signons personne, machin. D'ailleurs c'est le genre de truc que j'ai tweeté bêtement. Et finalement ça s'est bien passé. Ouais, mais en fait, je pense qu'on a quand même pas mal de fans qui, depuis qu'on a Gettleman, n'ont pas compris que ça servait à rien de surréagir dans la première seconde. Alors, je dis pas que tout ce que fait Gettleman est propre, hein. Je vous rappelle qu'on a fait un podcast assez long en milieu de saison, on a passé en revue ces transactions, et il y a quand même des transactions
bien nul, hein, avec Ogletree, nous te saluons. Ouais. Golden Tate aussi, au passage. Mais il y a aussi eu de très bonnes signatures. On s'en est pas rendu compte tout de suite, et c'est avec le temps, on s'est dit, ah ouais, tiens, c'est pas trop mal. Et je pense que dans cette free agency, ouais, on n'a pas été ceux qui avons fait les gros titres dès le départ. Mais alors, je n'ai pas non plus envie de surréagir dans le positif, mais en fait, quand on regarde ce qu'on a, on se dit, ça peut avoir de la gueule, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, tu m'as annoncé hors antenne qu'on gagnait le Super Bowl dans 2 ans. C'est ce que tu m'as dit. Ouais. Pas vraiment. Je disais juste que, en fait, il y avait des similitudes. Alors parlons-en maintenant, des similitudes assez étranges avec l'intersaison de 2005, qui est en fait la deuxième intersaison de Tom Coughlin comme head coach des Giants. Il a aussi deuxième saison de Eli Manning en NFL, et il y a certaines similitudes qui sont intéressantes, notamment à ce moment-là, en fait, on re-signe sur un long contrat un de nos joueurs de ligne défensive, Ozzy Umenyiora à l'époque. Comparaison avec le gros contrat de Leonard Williams. On a un big star RB qui est Tiki Barber. Alors je crois pas qu'il revenait de blessure à l'époque, mais bon, c'était quand même un des meilleurs running backs de la ligue. Et on a signé Plaxico Burress qui a 28 ans, quitté les Pittsburgh Steelers, et c'est toi qui m'as d'ailleurs signalé qu'en fait il sortait aussi d'une saison avec une blessure. Donc voilà, donc c'est assez marrant. Et aussi on a signé cette intersaison là Antonio Pierce. Bon, là on a signé Blake Martinez la saison dernière, c'est presque la même chose, mais c'est assez marrant de se dire qu'il y a ces petits points de comparaison qui nous rappellent 2005. Ouais. Et je crois que la pelouse était déjà verte à l'époque, et du coup ça c'est un signe aussi, parce qu'elle est encore verte maintenant, et tout à fait. Toujours... Voilà, donc tu vois, là il y a quelque chose, je pense que... il y a quelque chose, bon, on est sur la bonne voie. Si on veut trouver des trucs similaires, on va toujours réussir à en trouver, mais c'est vrai que c'est assez drôle, j'avais vu le même parallèle en fait, mais c'était surtout sur le wide receiver qu'on avait signé. Donc espérons que ça nous porte chance, et que dans 2 ans on arrive à gagner le Super Bowl. Alors tu me proposais, et on va faire comme ça, on va parler d'abord des re-signatures qu'on a eues, enfin re-signatures, oui, c'est pas vraiment des prolongations, parce qu'en fait en théorie le joueur nous appartient plus, et on le fait signer de nouveau chez nous. Ça dépend de qui on parle. En fait, là, si tu veux, c'est. Tu pensais à Austin Johnson, c'est ça? Ouais, là, en fait, re-signature, prolongation, restructuration. Ouais. En fait, c'est un peu tous les moves internes qu'on les liste rapidement. On va pas s'arrêter, on va pas passer. Par exemple, si je te dis qu'en fait, on a restructuré le contrat de Levin Toilolo, bon, on va pas y passer 15 000 ans. Hein, non, on va pas y passer 15 000 ans, mais c'est quand même intéressant parce que il a, je sais pas, je crois qu'on le paye plus que ce qu'il était payé maintenant. Et en fait, il a quasiment pas joué la saison dernière. Quand il a joué, c'était pas flamboyant. Donc c'était assez étonnant. Ça faisait partie des joueurs qu'on avait mal notés et qu'on estimait qu'ils seraient pas gardés. Et finalement, tu vois, on restructure son contrat. Et oui. Bon, ça, pour le coup, c'est un tout petit peu étonnant. Surtout qu'on a beaucoup de tight end avec la signature de Kyle Rudolph maintenant. Donc il va falloir voir ce qui va se passer avec lui. Attention, on restructure son contrat, mais en fait, on lui a réduit son salaire. Donc je pense que la discussion que les Giants ont dû avoir avec lui, c'est de dire, bon, écoute, t'as pas été ultra productif. On a 2 choix, soit tu réduis ton salaire, on te garde, soit tu prends la porte. Et il a décidé de réduire son salaire de 1,6 million. Enfin, en tout cas, on fait une économie d'1,6 million, donc c'est toujours ça de prix. On a eu à peu près la même discussion avec Ned Solder, qui avait envie de revenir. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et Ned Solder a devait en fait toucher 9,9 millions en 2021, enfin initialement en 2020, mais vu qu'il a opt-out 2021, donc 9,9 millions, et il devait donc peser sur la masse salariale 16 millions. Et il a pris un pay cut de 6 millions de dollars. Donc c'est quand même assez énorme quoi, pour pouvoir rester chez les Giants. Nous, ça nous permet d'économiser aussi. Et on en avait grandement besoin. Hein, ouais, tout à fait. Pour faire tous ces moves dont on parlera plus tard. Et finalement, c'est pas si mal aussi qui reste là chez les Giants avec un salaire réduit, parce que dans la rotation, il peut être intéressant pour le coup. C'est sûr que c'est pas un titulaire en force, mais dans la rotation, moi, je dis que c'est pas si mal. Écoute, j'ai pas envie, enfin je sais pas ce que ça va donner justement un Nate Solder 1 an sans football sur le terrain. J'aurais tendance à dire qu'il a l'avantage sur un Matt Peart pour le poste de RT parce qu'il a plus d'expérience, mais à mon avis Joe Judge va tout simplement les mettre en compétition à ce poste-là. Ouais. Et Joe Judge nous a déjà montré qu'il n'avait pas de problème à faire une rotation au niveau des tackles, donc on verra bien. Hein. Ce que j'ai entendu des insiders, c'était que a priori les Giants mettaient quand même la priorité sur Matt Peart et avec
avec des backups et effectivement de la compétition, mais c'était quand même Peart qui était pressenti pour starter. Après, on ne sait pas ce qui va se passer et tout peut changer, et tu l'as dit. Judge a montré qu'il n'avait pas de problème à faire bouger les joueurs, donc c'est quand même intéressant d'avoir un joueur de son niveau et de son expérience. Maintenant, j'espère qu'il a fait autre chose que de regarder la NFL à la télé et de manger des McDo, et qu'il s'est un peu bougé, puisque a priori, il aurait dit quand même que sa préparation était un peu plus soft que les années d'avant. Donc, voilà, il montre, tu vois, généralement, ce que font les joueurs, c'est qu'ils mettent des vidéos d'eux en train de faire des workouts de malade, super en sueur et tout, en train de pousser des poids de ouf sur les réseaux sociaux. Lui, il a rien dit, il a plutôt dit bon, je suis un peu la cool en ce moment, donc bon, espérons qu'il arrive au niveau. Comment il s'appelle, Hernandez nous a fait plein de communications sur Instagram l'année dernière, et puis on a bien vu son niveau sur le terrain, donc comme quoi c'est facile de sortir la caméra pour Instagram. Ça veut pas dire grand chose, hein, donc on verra bien. Bon. Mais c'est vrai que si Nate Solder a levé le pied, c'est pas forcément encourageant pour 2021. On verra bien. Autre transaction, avant qu'on parle de la plus importante, on a donc re-signé CJ Board pour un an $850,000, pas grand chose, donc receveur. Austin Johnson, defensive tackle, re-signé pour un an, 3 millions. Lui, par contre, je comprends pas trop pourquoi il passe de 1 à 3 millions. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce salaire-là ? J'imagine, de suivre le coaching staff, qu'ils estiment qu'il va pouvoir prendre une part de la rotation de Tomlinson et qu'il est au niveau a priori. Sinon, il lui donnerait pas ça, parce que 1 an, 3 millions, c'est beaucoup. C'est plus que l'an dernier. Ouais, il était à combien l'an dernier, je me rappelle plus. Je sais plus, 1,5, mais ça j'en suis sûr, par contre ils ont augmenté son salaire. Et c'est un peu, tout le monde se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'il a mérité une augmentation de salaire ? Moi je pense que parce que les coachs... Ouais, non mais alors, il faut aussi prendre en compte que dans son contrat, c'est 1,5 million en salaire et 1,5 million en base salary, en roster bonus. Ce qui veut dire qu'en fait, si on le coupe avant la date où on doit lui payer son roster bonus, au final, il nous a coûté qu'1,5 million. Donc je suis en train d'essayer de voir combien il nous coûtait l'année dernière. Mais de toute façon, on va avoir besoin d'un gars comme ça sur le banc, parce qu'avec la perte de Davlin Tomlinson, on a besoin de profondeur dans. Non mais c'est sûr. Et puis il y a des rotations permanentes dans la D-line. Hein. On voit. D'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément très très bien quand on regarde un match NFL. Mais les joueurs sortent et rentrent souvent du terrain. Parfois tu sors un jeu, tu re-rentres tout de suite, et ce serait intéressant d'ailleurs de creuser un peu, savoir comment ils font pour pas se tromper, parce que ça doit pas être facile ce petit balai là de je rentre, je sors, mais il y a énormément de rotation, notamment dans la D-line. Ouais. Et on a pardon, vas-y, je te laisse finir. Non, je veux dire, t'as toujours un ou deux couacs, et c'est comme ça que t'as des joueurs qui se retrouvent justement avec des équipes qui se retrouvent avec trop de joueurs sur le terrain et qui se prennent une pénalité. Donc, mais de toute façon, c'est des trucs qui doivent bien revoir à l'entraînement. Tout à fait. Et on a re-signé aussi notre long snapper. Oui. Alors, tu te prends de cours là, non? Non, c'est ça, c'est Casey Kreiter, signé pour un an, 990K, donc pareil, ça ne nous coûte pas grand chose. Donc ça c'est aussi le genre de transaction dont on aime entendre parler, enfin c'est un nom dont on ne veut en entendre parler que pour une signature, parce que Casey Kreiter, si tu en entends trop parler, c'est que généralement ton long sniper il fait de la merde. Là pour le moment il a fait une bonne saison chez nous, on le garde pour un an, alors c'est pas non plus une grosse extension, il peut aussi sauter. Et je pense que la dernière décision interne qu'on peut évoquer très rapidement, c'est Evan Engram qui aurait pu être coupé. On aurait pu faire une économie de 6 millions en le coupant, et on a décidé de le garder. Joe Judge trouve qu'il est fun. Ouais, mais non, il a pas dit que ça. Joe Judge, il le kiffe, et tout le monde le kiffe a priori. Ils ont pas dû voir les fois où il a droppé des ballons et fait intercepter Daniel Jones. Je pense que s'il y en a un qui doit le kiffer moins, c'est quand même Daniel Jones. Pour le coup, parce que moi je lui en voudrais personnellement, mais bon, voilà, ça se joue sur les stats. C'est un joueur qui joue sur les stats d'un autre, donc ça fait un peu chier. Mais bon, en tout cas, voilà, il est là au moins pour un an, à moins qu'on le trade. Hein, on n'est toujours pas à l'abri d'un trade, ce serait la dernière possibilité. Il y a cette possibilité-là. Alors tiens, juste pour revenir, j'ai trouvé l'information. Austin Johnson, tu as raison, en effet, il a une augmentation, puisque l'année dernière, il était juste à 1 an à 1,5 million. Donc il a doublé son salaire. Donc il a doublé son salaire quand même, c'est pas mal. J'ose espérer que si on lui offre cette augmentation, c'est que quelque part elle est méritée.
Après, ça, c'est pas un truc qui va non plus handicaper ta masse salariale. Non, mais bon, tu vois, un 1,5 million par là, après Devontae Booker running back qui peut-être aurait pu être signé moins cher, on n'en sait rien, mais on estime que c'est un peu cher, ça refait un petit million par là, accumulé, ça te fait quand même, voilà. Bon, après, il y a d'autres moves qui sont aussi intéressants pour le coup, et des joueurs qui sont signés pas très cher, et on va en parler juste après. Donc on va finir forcément avec Leonard Williams, puisque c'est le dernier qui nous restait. Tout à fait. Donc Ouais. signé pour 3 ans, 63 millions de dollars, donc 21 millions de dollars par an en gros pour sa pomme. Ouais. Euh, Donc qui sort 45 de sa- millions fully guaranteed. Alors Voilà, c'est donc très ça veut dire important que justement quoi qu'il de faire arrive, une- quoi qu'il Voilà. arrive, il touchera cet argent. Parce que parfois vous allez avoir des joueurs qui vont en fait avoir un montant garanti qui est plus élevé que le fully guaranteed, et en fait vous imaginez bien que la différence entre les deux, c'est qu'en fait il y a une portion de cette garantie qui peut sauter sous certaines conditions. Donc ce qui est très important pour un joueur, c'est ce qu'il va obtenir en pleinement garanti, c'est-à-dire quoi qu'il advienne, qu'il se blesse, qu'il soit tradé, qu'il soit coupé, il touchera ses 45 millions. Donc c'est assez énorme pour lui. Ça a été tendu dans les dernières heures. Je me rappelle en effet, tu m'as envoyé ce texte en disant ça pue. Moi je voyais que sur Twitter il y avait des gens qui disaient il faut lui retirer son tag parce Ouais. qu'il abuse. Exact. Mais en fait je crois que tout simplement Leonard Williams a utilisé les cartes qu'il avait en main et il a eu raison. Et en fait, il a foutu. Les Giants se sont mis tout seuls dans la merde en lui remettant un tag à 19 millions. Ce qui, en fait, la veille de la free agency, les empêchait de faire n'importe quelle transaction, puisqu'ils n'avaient pas de cap space. Et il fallait absolument qu'ils trouvent un accord avec Leonard Williams sur le long terme pour pouvoir dégager du cap space sur la masse salariale, et ils ont donc réussi à trouver cet accord. Apparemment au final, vu qu'ils demandaient plus que 21 millions, le compromis ça a été de dire bon bah ils signent pas un contrat de au moins 4 ans, ils signent juste un contrat de 3 ans à 21 millions par an, comme ça en fait juste avant qu'il ait 30 ans il peut retester la free agency et donc potentiellement avoir un nouveau gros contrat. C'est ça. Mais bon, je sais pas comment sera le marché d'ici là, mais 21 c'est déjà beaucoup pour un defensive tackle. D'ailleurs, tu disais, toi, trop cher payé, à ton avis. Ah non. Non, c'était pas ton avis de dire que c'était cher. Bah, moi, je trouve que c'est cher payé. Bah, c'est qu'en fait, Maintenant, c'est. Non, je pense qu'en fait, si tu prends sa contribution de l'équipe et aussi si tu prends en considération le marché de sa position, au final, tu sais. Qui est quasiment defensive end, au final. Voilà, Hein, c'est toujours et puis, entre les deux. tu as des joueurs, les meilleurs joueurs, ils sont à 25 millions par an aujourd'hui. Jamais il aurait pu avoir 25 millions par an. Mais je trouve qu'en fait, ouais, on pourrait se dire que ça fait cher, mais je pense aussi que c'est mérité. C'est une grosse partie du gâteau sur la masse salariale. C'est ce que j'allais dire, parce que on est à combien ? C'est 180 au total ? Ouais, 180. Et, t'imagines 20 millions sur 180, c'est énorme. Hein. Écoute, aujourd'hui, là, sur cette saison, il va nous coûter 11 millions sur la masse salariale, donc il représente 6% de notre masse salariale, sachant que le joueur, donc c'est le troisième joueur le plus cher. Juste au-dessus de lui, tu as Nate Solder, qui représente pratiquement 9%, et James Bradberry est le premier avec un peu plus de 9% de notre masse salariale. Donc ça veut dire que, en fait, et si tu rajoutes Blake Martinez qui a 5%, tu as 20% de ta... Non, pardon, excuse-moi, tu as 30% de ta masse salariale environ, répartie sur 4 joueurs. Ouais. Mais bon, ça c'est à peu près dans toutes les équipes. Il n'y a pas trop de secrets là-dessus. Je crois que c'est chez les Cowboys, j'avais été voir, ils sont 3 ou 4 joueurs à plus de 20 millions par an. Donc, mais je pense que aussi tu as une stratégie par rapport à Daniel Jones qui est sur son contrat rookie, qui coûte pas cher. Donc l'équipe se dit bon bah on peut se permettre de payer Leonard Williams cher aujourd'hui, et dans 3 ans de toute manière on le laissera partir, et entre temps je pense qu'ils espèrent trouver un pass rusher par la draft ou quelqu'un d'un peu moins cher pour le remplacer, parce qu'en effet à un moment quand tu vois les contrats qui sont signés aujourd'hui pour les quarterbacks, je crois que le plus récent c'est quand même Prescott, je vais dire celui à qui on a pété le pied. Prescott qui atteint les 40 millions par an. Ouais. Mais de toute façon, comme tu dis, les équipes sont obligées d'utiliser la draft, parce que si tu as que des joueurs qui sont... Enfin, les rookies,
des salaires bas automatiques, sauf ceux du premier tour. Mais t'es obligé de jouer sur ça, t'as pas le choix parce que sinon tu peux pas te faire une équipe de 53 joueurs compétitifs, c'est complètement impossible, t'as que des joueurs qui sont payés cher et t'arrives pas à t'en sortir, donc ça y a aucun doute là-dessus. Aussi, point important, c'est que le salary cap va fortement augmenter l'an prochain, c'est ce qui est prévu, c'est ce qu'ils arrêtent pas tous de dire, et donc ça joue sur plusieurs choses, et le fait que Leonard Williams joue sur la masse salariale plus l'année prochaine que cette année, c'est aussi calculé grâce à ça, parce qu'on sait que l'an prochain on pourra se permettre plus de folie normalement puisqu'on aura plus d'argent à dépenser. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais globalement en NFL, beaucoup de contrats de 1 an qui se signent puisque les joueurs savent très bien que l'année prochaine, ils vont pouvoir toucher le gros lot. L'année prochaine, ils vont pouvoir toucher le gros lot. Donc soit c'est des contrats longs qui sont sur des salaires classiques, comme on peut l'avoir avec Golladay ou Leonard Williams, des contrats de 3-4 ans, mais la plupart vont se dire j'attends 1 an, je me fais un contrat classique pendant 1 an et je reteste le marché l'an prochain. À mon avis, la free agency de l'an prochain elle va être assez violente, ça va voler dans tous les sens, je pense. On va bien s'amuser. Voilà, donc c'était le dernier move interne. Attends, justement, avant qu'on fasse le point sur les nouveaux joueurs signés, je voudrais juste qu'on passe rapidement en revue les joueurs qu'on a laissés partir. Oui, bien vu. Exact. Voilà, donc receveur d'Amari Scott, cuté, pas grand chose. On a cuté le linebacker Devin Mayos qui nous a permis d'économiser 2,3 millions sur le cap. Qui a rebondi directement en FCS d'ailleurs, qui a été chez les Redskins, je crois, ou les Eagles. Alors, monsieur, on dit la Washington Football Team. Pardon. Oh là là. Voilà, mais ça fait pour une fois que c'est pas moi qui me plante, on m'a repris pendant toute la saison 2020, et maintenant je me venge. Oh là là, mince, c'était terrible. Donc, oui, tout à fait. La plus grosse économie, c'est Zeitler qui lui aussi a rebondi très rapidement, puisqu'il nous a permis, en le cutant, on a fait une économie de 12 millions, mais il a tout de suite re-signé chez les Ravens un contrat de 3 ans à 22 millions. D'ailleurs, ça fait partie des joueurs qui ont été le plus rapidement annoncés sur Twitter directement. Il a directement trouvé une équipe, ce qui n'est pas étonnant. Et d'ailleurs, en fait, c'est un joueur, il est parti, mais vraiment sans aucune rancune à l'encontre des Giants. Il n'a dit que des choses positives. Il a dit vraiment, je pense que les Giants sont sur une pente ascendante. Il a dit énormément de bien de Joe Judge en disant qu'il n'avait jamais autant appris en 1 an sous Judge que durant toute sa carrière. Il a dit aussi que Daniel Jones c'est quelqu'un plein de talent. On pourrait se dire oui bien sûr c'est de la langue de bois, mais en fait non, rien ne le forçait à dire tout ça. Il pouvait juste dire merci les Giants, ciao, et puis basta. Donc c'est quand même sympa, on le remercie pour ses années de service chez nous. Est-ce que tu as vu que c'est arrivé Vas-y, je te laisse finir. Ouais, en fait, je disais que c'est quelqu'un qui est arrivé dans le cadre du trade qui a impliqué Odell Beckham Jr. Donc ouais, non, c'était bien de l'avoir chez nous. Ouais, je suis d'accord. Et est-ce que tu as vu que sa femme était active sur Twitter aussi ? Ah non. Et elle échange vachement avec les fans, etc. Et c'est assez marrant parce que voilà, elle expliquait. Elle a un peu remercié l'équipe. Elle a dit que c'était une fille qui venait de la campagne, qui avait peur d'arriver à New York. Finalement, ça s'est bien passé. Ouais. Et puis elle disait voilà, j'attends de voir où est-ce qu'on va rebondir, machin. Est-ce que je dois tout de suite changer ma bio parce qu'elle était marquée femme de joueur des Giants, machin. Donc c'était assez drôle. Enfin, je pense que c'est une bonne famille les Zeitler et c'est vrai que ça a été un bon gars pendant le temps qu'il a fait chez nous. Ouais, et puis après, les joueurs intelligents comprennent que c'est un business. Dans tous les cas, on l'a pas viré parce qu'il était mauvais. C'est pas du tout ça l'histoire. Donc tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'en fait, on avait besoin d'espace et on pouvait faire une économie de 12 millions en le libérant. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a fait. Alors il y a 2 derniers moves. C'est Golden Tate qui a été cuté 6 millions 14 d'économie. Et Cody Core aussi, on a fait une petite économie de 2 millions. Donc on a réussi à dégager un peu d'argent sur un masse salariale. Et on a perdu donc Dalvin Tomlinson, comme on a dit, qui est parti chez les Vikings. Encore une fois, ça c'est pareil, c'est un joueur, faut saluer ce qu'il a fait pour les Giants. Ça a été un très très bon joueur chez nous et on lui souhaite plein de succès chez les Vikings. Il suit un peu le tracé de Linval Joseph, je sais pas si tu te rappelles. Exactement. Voilà. Nous on est fournisseurs officiels de defensive tackle chez les Vikings. Moi, chez la NFL globalement, parce que je crois que c'était Barry Caulfield il y a 10 ans, pareil, il était parti chez les Redskins, et puis Jonathan Hankins aussi
Je sais plus où est-ce qu'il était parti. Tout à fait. Mais est-ce que tu as remarqué que finalement, même si tu vois, ça c'est le jeu en fait des rotations avec les rookies. Mais est-ce que tu as remarqué que finalement c'est toujours un poste où on a été plutôt correct et on n'a jamais eu de vraiment faiblesse depuis des années parce qu'on a toujours su remplacer par des bons rookies. Et d'ailleurs, c'est encore le cas actuellement. Hein, donc on n'est pas trop inquiet finalement sur cette defensive line, même si on laisse partir un bon joueur. Oui, mais complètement, et c'est ce que j'avais dit sur Twitter après la signature de Tomlinson chez les Vikings, c'est que ça fait partie de la stratégie des Giants qui se disent on arrive à repérer facilement du talent au poste de DT via la draft, et ben on continue en fait en prenant des gars qui sont au 3e, 4e tour, etc., voire un peu plus haut. Alors parfois on se plante, une fois on s'est planté en prenant Marvin Austin qui était une merde sans nom. C'est qui ça Marvin Austin Marvin Austin, c'était un gars qui venait de North Carolina qui en fait avait été suspendu pour une saison en NCAA pour je sais plus trop quoi, et en fait apparemment c'était le joueur qui était décrit qui disait s'il avait fait sa dernière saison d'éligibilité en NCAA il aurait été first round sûr, on l'a eu dans le haut du 2e tour et il n'a rien fait chez nous, il était complètement nul. Putain, mais c'était quand ça? Je me souviens pas du tout. C'était au moment je crois qu'on l'a drafté la même année que Hakeem Nicks. Donc ça remonte. Ok. Ça remonte. Effectivement, ça remonte. Donc voilà. Donc en fait, tu vois, il y a quelques années, on a drafté un BJ Hill. Il n'a pas eu énormément d'opportunités de s'exprimer sur le terrain. Là, on s'attend qu'avec le départ de Davin Tomlinson, qu'il a un peu plus de chances de se présenter aux côtés de Dexter Lawrence. Mais moi, je m'inquiète pas trop pour notre poste de DT. Je pense qu'on est quand même entre de bonnes mains. Ouais, moi aussi. Et d'ici à ce que Gettleman nous chope un autre defensive tackle à la draft, en plus, ce serait pas impossible. Bon, alors, passons aux choses sérieuses maintenant que tu nous as fait ce point détaillé de tous nos moves internes. Est-ce qu'on commence par le commencement? Qu'est-ce que tu en penses? Commençons par le... Non, commençons par le gros du sujet directement. Non, allez, j'ai envie de commencer direct par le... On va pas faire languir tout le monde. Hein. On commence par la grosse signature de hier. Ouais, si tu veux, moi j'aurais dit gardons le meilleur pour la fin, pour histoire de forcer les gens à rester jusqu'au bout. Mais ça, c'est comme dans les émissions télé, tu sais, pour aller jusqu'à Golladay et puis c'est tout. Non mais allons-y, commençons par Golladay. Tu te rappelles des émissions télé où ils t'annoncent enfin, je regarde plus trop la télé, mais j'imagine que c'est encore pareil maintenant, mais ils t'annoncent un truc de ouf au tout début et en fait il faut que t'attendes 2h30 d'émission pour qu'ils parlent enfin de ce truc là. Tu dis mais c'est pas possible, il y a eu 18 pages de pub entre temps. Bref, et donc nous on n'est pas comme ça, on parle directement des joueurs de malade. Après parce que c'est peut-être aussi parce qu'on va passer plus de temps sur lui que sur les autres que j'ai envie de parler de lui en premier. Bon, en tout cas, Kenny Golladay, 4 saisons déjà en NFL, 3068 yards, 21 touchdowns, et il n'a réalisé qu'une seule saison pleine, il me semble, puisqu'il a été quelques fois blessé, notamment la saison dernière où il n'a joué que 5 matchs. Et donc c'était un peu la question en fait justement que se sont posés le staff des Giants, c'est est-ce que sa blessure peut être préjudiciable pour la suite de sa carrière, ou est-ce qu'on estime qu'il est revenu à 100% et qu'il va pouvoir jouer à fond comme c'était le cas avec Plaxico Burress à l'époque quand on l'avait récupéré. Donc a priori tout va bien, sinon on ne l'aurait pas signé et on n'aurait pas mis autant d'argent sur la table puisqu'on le signe à 4 ans, 72 millions de dollars, ce qui nous fait 18 millions de dollars par an, c'est beaucoup, sachant également que le marché des receveurs sur cette free agency était assez faible et des joueurs étaient signés autour de, on va dire, entre 10 et 12 millions. Donc on pouvait estimer, et c'était ce qui était ressorti un peu, c'est qu'on devrait pouvoir le signer entre 13 et 14 millions, sachant qu'il était le meilleur receveur disponible. Il y avait Allen Robinson qui était pour moi vraiment le numéro 1 de cette free agency, mais qui avait été tagué par et Chris Godwin aussi qui avait été tagué par les mais je le mets pas au même niveau quand même. Moi j'avais vu des rankings, des classements qui disaient qu'en gros dans les receveurs qui devaient être disponibles potentiellement, il y avait en tête en effet Allen Robinson qui était le numéro 1, et puis parfois tu voyais justement dans le top 3 tu voyais Chris Godwin dans le top 3 pas de souci. Des Tampa Bay Buccaneers, et au final comme ces deux gars ont été tagués, c'est en effet Kenny Golladay qui s'est retrouvé meilleur receveur disponible de cette édition 2021 de la Free Agency. Alors moi j'aurais préféré qu'on l'ait à 15 millions, mais bon. Moi j'aurais préféré qu'on l'ait à 2 millions, mais malheureusement il a fini à 18. Non mais donc 18 millions, je trouve ça cher pour quelqu'un qui en effet a fait qu'une seule saison complète.
et qui a eu pas mal de blessures. C'est Tiki Barber qui disait que c'était complètement stupide de le signer parce qu'en fait il allait être trop cher. Bon, alors, mais Tiki Barber c'est un peu un bouffon aussi. Lui, oui. il a parlé mal de plein de monde. Mais bien sûr, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est que Tiki Barber, niveau crédibilité, c'est un peu le rat des pâquerettes. Mais après, c'est vrai qu'il y a une inquiétude qui est tout à fait légitime, c'est de se dire, est-ce que c'est pas une one year wonder, comme on dit en NFL, le gars qui casse la baraque une saison et qui après ne fait plus rien. Alors il a quand même fait 2 saisons à plus de milliards à la réception, hein, et quand tu regardes le talent du gars, quand même, il y a pas trop de questions à se poser. Ça reste un des joueurs très forts au poste de receveur. Est-ce que tu sais, sans regarder tes notes évidemment, parce que tu l'as peut-être noté, combien il a de yards par réception en moyenne sur sa carrière ? Quand il fait une réception, combien de yards il gagne en moyenne ? Alors j'ai vu, je l'ai pas. Sache que ceci ne figure pas dans mes notes. J'étais en train déjà de regarder la note du nombre de contested oui, parce que ça, c'est le deuxième truc intéressant voilà. avec lui. Ouais. Non, alors il me semble dans mes recherches avoir lu qu'il était à 17 yards per catch, quelque chose comme ça. 16,8 exactement. C'est énorme. C'est un mec qui fait des catchs en profondeur et qui va chercher des ballons, comme tu l'as dit, contestés. J'ai fait une vidéo aujourd'hui, là, au moment où on enregistre le podcast, dimanche, où je montre quelques actions et que le mec est capable de faire des catchs dans toutes les positions. Et ces highlights, elles sont complètement ouf parce que le mec, il va te chercher des ballons complètement improbables. Et ça manque. On n'a pas de joueur actuellement dans le roster qui sait faire ça. Donc ça va vraiment nous changer. Moi, mon avis sur ce joueur-là, c'est que ça va changer beaucoup de choses dans notre équipe. Ça va changer le jeu à la course, puisqu'on avait souvent beaucoup de joueurs dans la boîte. C'était très souvent qu'on avait 8 joueurs dans la boîte, donc seulement 2 corners et un safety. Donc là, ça va obliger à respecter un peu ce jeu à la passe longue. Ça va changer la vie des autres receveurs aussi, puisque forcément, ils n'auront pas les corners numéro 1, puisque c'est très probable que le corner numéro 1 se retrouve sur Golladay, donc ça va aussi faciliter ce travail-là. Ça devrait faciliter le travail de la O-line, puisque ça va aussi demander à la défense de nous respecter un peu plus et d'arrêter de nous blitzer comme des gros porcs, comme ils le font actuellement, parce que je rappelle quand même que Daniel Jones, c'est le quarterback le plus blitzé de la NFL. Donc ça risque de changer beaucoup de choses, et évidemment, tout ça dépend de s'il arrive à rester en bonne santé ou pas. Voilà. Je sais pas ton avis sur ce joueur, moi en tout cas, je suis extrêmement hypé. Non, mais alors tu vois, il y a des gens en effet qui faisaient la comparaison entre Kenny Golladay et Plaxico Burress, et ce que tu viens de décrire, c'est exactement ce que Plaxico Burress faisait chez les Giants. C'est pas le receveur le plus rapide de la NFL, mais il est grand. Donc là, je parle de Golladay comme de Burress, ils font à peu près la même taille. Hein. Je crois que Burress devait faire 1m96, lui il fait 1m93, donc c'est du kiff-kiff. Donc c'est pas le gars qui va enrhumer quelqu'un en courant des go-out, mais il est grand et il est capable d'utiliser son corps pour justement, c'est ce qu'on disait, il est le joueur qui depuis 2017 a la meilleure note de Pro Football Focus en contested catch, en réception contestée. Donc ça veut dire qu'il a vraiment le DB qui est sur son dos et qui est en train de lui taper dans les mains, et c'est lui qui a le ballon. Donc ça déjà c'est énorme, et on va enfin pouvoir voir un Daniel Jones qui envoie des belles passes en profondeur qui sont cette fois attrapé, parce que faut quand même bien se rappeler que l'année dernière on avait un certain Evan Engram qui se présentait au match avec du beurre sur les gants. Pareil pour Darius Slayton qui s'est dit que c'était une bonne idée de le faire à partir de la mi-saison. Donc moi j'espère quand même qu'on va avoir un peu plus de belles passes converties. Donc ça, il a malgré tout des très très bonnes stats, Daniel Jones, sur les passes longues. Il fait partie des meilleurs quarterbacks sur les passes longues. Donc l'un avec l'autre, ça risque d'envoyer du bois, quoi. Non mais alors, j'ai lu pareil quelqu'un qui faisait un comparatif entre Daniel Jones et Josh Allen. Josh Allen qui a été extrêmement critiqué sur ses 2 premières saisons. C'est Justin Pennick qui a fait ce truc-là. Je l'ai vu aussi, c'est très intéressant. Voilà. 2 premières saisons de Josh Allen chez les Buffalo Bills, où il a été vachement critiqué en disant ça fonctionne pas, il progresse pas, etc. Les Bills récupèrent via un trade, je crois, ou signe, je sais plus, Stephon Diggs. Et là, il a fait une excellente saison parce qu'il avait enfin un très bon receveur. Et je pense que justement pour Daniel Jones, on espère en tout cas que l'apport de Kenny Golladay va se retranscrire sur le terrain de la même manière, parce que si un Eli Manning en fin de carrière était capable de transformer à peu près n'importe quel receveur en quelqu'un de décent, un jeune QB a forcément besoin un peu d'avoir un supporting cast qui soit talentueux pour l'aider
et notamment dans le cas de Daniel Jones, c'est quelqu'un, on n'est pas capable d'exploiter suffisamment ses capacités de passeur en profondeur parce que, comme tu dis, il est tout le temps blitzé. La boxe, elle est à fond sur le running game, donc en fait il peut même pas se baser sur le running game pour souffler un peu. Donc ouais, Kenny Golladay, certes c'est 18 millions par an, mais je pense aussi que on va rapidement en tout cas j'espère, on va rapidement se rendre compte que son apport est énorme chez nous. Bah, je pense, hein. Et tu t'as parlé d'Eli Manning. Eli Manning, c'est vrai qu'il avait une équipe qui était bien plus au point que Daniel Jones, hein, dans ses premières années. Il arrivait dans une équipe qui était construite, alors que Daniel Jones arrive dans une équipe en pleine construction, donc qui maintenant, on l'espère en tout cas, arrive un peu à maturité, cette équipe, hein, et ça devrait être la saison de la consécration, parce que, et pour Gettleman, de toute façon, ça fait 4 ans qu'il est là. J'ai l'impression que là, il est en train de mettre les dernières pièces à son puzzle, et il faut qu'on ait une saison positive avec tout ce qu'on a rajouté, et Kenny Golladay devrait largement y contribuer. C'est clair. Et deux choses que je voulais justement noter par rapport à Golladay, parce que donc on a dit que 2019 c'était sa meilleure saison, hein, donc il avait fait à l'époque 65 réceptions, 1190 yards, 11 TD. C'est une saison quand même où il a 3 QB différents. Il a eu Matt Stafford, ensuite il a eu David Blow. Voilà. Si vous ne connaissez pas David Blow, moi non plus. Je ne le connais pas. Et Jeff Driscoll. Si vous ne connaissez pas Jeff Driscoll, c'est normal aussi. Ce sont on ne sait pas d'où est-ce qu'ils sortent, ces gars-là, c'est hallucinant. Donc c'est quand même assez impressionnant qu'il ait réussi à sortir une saison comme ça avec des QB de cette qualité-là. Enfin, non pas que Matt Stafford soit mauvais, hein, je pense que c'est un QB correct, mais les deux autres, il a quand même fait 8 matchs avec des backup QB, donc c'est pas rien. Et en 2019, il a eu un de ses meilleurs matchs de la saison contre les New York Giants, où il a fait 8 réceptions, 123 yards. Alors c'est pas le match où il a eu le plus de yards, parce qu'il a eu des matchs à 150 yards, mais c'est le match où en fait il a eu la meilleure combinaison, beaucoup de yards, beaucoup de TD, puisqu'il a aussi marqué 2 TD. C'est un match où en fait il a complètement torché DeAndre Baker pendant, je m'en souviens très bien, la rencontre. Donc c'est, d'ailleurs il met un touchdown où DeAndre Baker est sur son dos et il met la main au milieu de... pile là où il faut pour le gêner, et Golladay qui fait quand même le TD, donc c'était l'exemple parfait. En tout cas, Daniel Jones va pouvoir se reposer largement sur lui, hein, envoyer des ballons longs et en disant mon vieux, démerde-toi. C'est vrai que jusqu'à maintenant c'était un peu j'envoie le ballon que quand je suis sûr qu'il y a vraiment une grande chance de la récupérer. Ouais, tout à fait. Et faut qu'elle soit en plus parfaitement bien lancée. Avec Golladay, t'envoies le ballon dans la zone et Golladay se démerde pour ajuster son tracé et venir l'enlever des mains du défenseur. Donc voilà, c'est ça, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Et ça a été une signature qui a été extrêmement bien accueillie par les joueurs. On a vu des gars comme Saquon Barkley, Jabri Peppers, Jabri Peppers, il était à fond, il était trop chaud. Mais attends, il est toujours trop chaud, ce mec-là. Moi j'aime bien parce qu'il est toujours super enthousiaste et tout, donc c'est cool. D'ailleurs, est-ce que je t'avais dit, hein, est-ce que t'as vu que j'ai discuté avec Blake Martinez sur Twitter? Incroyable. Ouais, vas-y, raconte-nous. C'est assez marrant. En fait, le mec est fan de cartes Pokémon et de cartes de sport en général d'ailleurs. Et je lui envoie parce qu'on peut pas lui envoyer de message caché. Je lui envoie un message sur Twitter en lui disant j'avais des vieilles cartes Pokémon qui traînaient et je lui dis si tu veux, je te les envoie et en échange, tu m'envoies une carte de toi dédicacée. Et il me dit pas de souci. Et en fait, donc on a parlé en MP. Et quand il a vu que c'était des cartes françaises, il m'a dit par contre désolé, les cartes françaises ça ne m'intéresse pas. Et donc fin de la discussion, donc je n'aurai pas ma carte dédicacée de Blake Martinez. Honnêtement, je me suis dit, il va peut-être me dire, allez je m'en fous, je t'envoie quand même une carte, t'as été sympa, mais même pas, il m'a même pas dit ça le seul. Ouais, c'est. Ou alors il faut que tu te trouves maintenant des cartes Pokémon en anglais pour lui envoyer ça. Franchement j'ai trop cru, j'étais trop chaud quand j'ai vu qu'il m'avait écrit en MP. Oh là là, trop bien. Et non, bon, bref, c'était la petite histoire. Bon, en tout cas, revenons maintenant un peu plus. Sauf si t'as peut-être autre chose à dire sur Golladay. Non, je pense que Golladay, on a fait le tour et puis. On est déjà à 40 minutes d'émission. Voilà, ça peut être intéressant de revoir les autres transactions qui, mine de rien, en complément de Golladay. On peut peut-être parler justement de l'autre receveur qu'on a. Parce que j'allais revenir sur l'ordre chronologique. Non, mais très bien. C'est très bien parce que c'est la deuxième transaction. Mais commençons par, en effet, la première signature qui est le running back Devontae Booker qui était chez Raiders. En fait, j'allais faire une blague, tu disais les joueurs complémentaires et j'allais parler de Cullen Gillespie. Non mais parlons de Devontae Booker effectivement, donc il a été le premier joueur qu'on a signé donc pour 2 ans 6 millions. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à la signature toute pourrie, la toute première signature de Gettleman chez nous d'un free agent, c'était son running back des Panthers là, tout naze là, comment il s'appelait? Qu'il a signé pour 2 ans et 6 millions. Pareil, c'était le même contrat, je crois. Mais en fait, là, je pense que justement, on a... En tout cas, je pense qu'on a un meilleur joueur
Oui, non mais je suis d'accord. Je suis tout à fait c'est Mais sur le coup, j'étais vénère, alors j'avais envie de dire des trucs négatifs. Ouais. Maintenant, avec un peu de recul, c'est un joueur qui est effectivement bien meilleur et qui sort d'une saison plus intéressante où c'était le running back 2 à Las Vegas et il a fait, attention, je retrouve 423 yards à la course cette année, Ouais, 4,5 yards de moyenne par course, donc ça c'est pas mal. Sur 5 saisons en tout en NFL, il fait 1526 yards à la course, 956 yards à la passe, donc il a l'air d'être un peu plus polyvalent qu'un Wayne Gallman. Moi, ce qui va m'intéresser là-dedans, c'est de voir à combien Wayne Gallman va partir, quel va être son salaire. Si Wayne Gallman il part à 2 millions par an, tu vois, je me dis oh merde, bah là on a peut-être loupé quelque chose. Ah, je sais pas, parce que tu vois, justement, en fait, je me demande s'il n'y a pas un truc qui cloche vraiment chez Wayne Gallman, parce que là, pour le moment, personne ne l'a signé. Déjà, les Giants n'en C'est voulaient vrai, t'as plus. raison. Les Giants n'en voulaient plus, et pourtant les Giants ont aussi été assez frileux. Ils y sont allés à reculons pour donner plus de snaps à Gallman, qui pourtant a bien joué. Et là, quand tu vois que personne se jette sur Gallman, tu dis attends, il n'y a pas un truc qui cloche là Mais en effet, on a signé Booker qui, grosso modo, est même gabarit que Gallman. Il a fait 5 saisons, il n'a loupé que 3 matchs en 5 saisons. Et je voudrais juste citer nos amis du compte @Denver Broncos FR qui est tenu par Prince, qui a réagi quand j'ai fait un tweet en disant si vous avez un avis sur ce joueur, dites-le nous. Alors je cite texto, il nous a dit un bon soldat pour faire souffler ton numéro 1, 5.4 yards par course. Il en a fait 4.5 comme tu disais en 2019 et en 2020. Il n'a manqué que 3 matchs en 5 saisons. Et il y a aussi le compte de Broncos_France qui a en gros a dit oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il a aussi rajouté que il avait peut-être pas eu suffisamment de succès probablement à cause de sa ligne offensive. Donc je me dis que ça peut être un joueur qui est un bon complément pour Saquon Barkley qui rappelons revient de blessure. Mais est-ce que c'est pas un peu cher payé pour un running back 2 ? Ça, je ne sais pas. On verra bien. C'est pas une grosse star, quoi. Parfois, tu as des running back 2 qui sont d'un niveau un peu plus élevé. J'ai vu qu'il était un peu moins bon que Gallman en yard après contact. Donc, en gros, on encaisse un premier contact. Mais Gallman était très fort sur cette statistique. Gallman était excellent. Ouais. Mais après, je veux dire, il va nous coûter 2,5 millions sur le cap cette année. Et on pourra probablement s'en séparer si il est vraiment nul cette année. Pour moi, c'est une transaction avec un risque quand même assez faible. Oui, c'est vrai. Le salaire est un peu. J'aurais aimé que ce soit un salaire un peu plus bas, mais ça reste un joueur intéressant. Effectivement, des avis qu'on a pu entendre à droite à gauche, c'est pas un joueur que je connaissais spécialement, mais c'est un joueur qui je pense, est intéressant et permettra à notre running back de souffler. Donc ça, c'est cool. Par contre, qui sera running back 3 cette année ? Je ne sais pas. On verra. À voir, en effet. À voir. Ensuite, dans l'ordre chronologique, moi je pensais que c'était. Alors, j'ai pas noté l'ordre chronologique exact, mais je pensais que c'était le fullback. Toi, tu me dis que c'est John Ross qui a signé en deuxième. Ils ont été signés le même jour. On peut commencer par le fullback si tu veux. Cullen, il y a rien à dire. Aspia. Gilles Aspia ou Gil Aspia, je ne sais pas comment on prononce. Donc fullback, mais plutôt special teamer. T'as fait remarquer qu'il avait joué à peu près 1,5 snap en toute sa carrière. Donc, c'est pas le mec le plus en vue. Ça me surprend un peu parce qu'on avait déjà Elijah Penny qui apparemment est toujours sous contrat. Mais est-ce qu'il joue beaucoup en special team, Penny ? Oui, en fait, il a quand même pas. En fait, il a pratiquement pas joué en fullback, ça c'est sûr. Il a bien contribué en special teams. Et là, on reprend un joueur équivalent. Bon, 1 an, 900K, c'est pas grand-chose. Si on veut le dégager, on le dégage. Ça, pour le coup, oui, il y a pas de doute. Ouais. Ça, c'est sûr. Voilà. Et après, le même jour, alors va savoir si c'était avant ou après, on s'en fout un peu. C'est John Ross qui venait des Bengals, qui était le 9e choix de la draft 2017. Qui a été signé un peu surcoté à l'époque, notamment grâce à son temps sur 40 yards où il fait le record de l'histoire de la NFL sur 40 yards avec 4 secondes 22. Je pense que c'est pas un joueur qui était à son niveau, mais il sortait de grosses saisons universitaires quand même. Bon, voilà. Ça c'est le truc, c'est justement là on le signe pour 1 an 2,5 millions. Donc pareil, toi tu m'avais dit c'est pas un truc très risqué, et en effet je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que le 40 yard dash, c'est un peu la sirène de la draft. Pour faire une petite référence à la mythologie grecque, dans le sens où tu as quand même des joueurs qui vont te faire des temps hallucinants. Là en l'occurrence, c'est dès que tu passes sous les 4 secondes 3, c'est énorme, et lui il avait fait 4.22, mais ça te dit rien sur le talent d'un joueur. C'est juste qu'en fait il est capable de courir très très vite sur 40 yards en slip.
D'ailleurs, je crois qu'il se blesse sur la vidéo où il fait son 40 yards dash là. À la fin, il se blesse au mollet comme un bouffon. Donc ça m'a fait bien rigoler. Mais donc c'est ça qu'il a comme problème, ce joueur-là. Donc il a deux problèmes. Il a pas joué en 2017 sur sa saison rookie. J'ai pas été voir pourquoi, mais il a pas joué. Ensuite, il fait 210 yards en 2018, 506 yards en 2019. Il commençait à avoir une saison intéressante en 2019. Blessure. Donc en fait, ces deux problèmes, ça a été les blessures et les drops, puisqu'il fait énormément de drops. 41% de passes attrapées en 4 ans. C'est dingue. Ouais. Alors ça dit pas forcément les drops parce que ça pourrait être que les ballons sont aussi mal lancés. Bien sûr. Mais je sais pas comment on trouve les stats des drops quelque part. Si, mais en sur, tout cas... je suis en train de regarder ça, c'est sur Pro Football Reference. Ah, t'en as trouvé voilà. Justement, maintenant, il compte depuis 2016 les drops. Ah, d'accord. Et lui, alors, c'est simple, 2018... C'est un record, hein. Il est aussi fort en drop qu'en 40 yards. Mais voilà, alors, il faut savoir qu'en gros, généralement, un receveur qui a plus de 10% de passes droppées, c'est mauvais. Hein. Donc 2018, il est à 12%, 2019, il est à 14,3%, 2020, il est à 14,3%. Donc il a des gros problèmes pour attraper le ballon. Après, je pense que justement là où il peut être complémentaire, alors il n'y a pas de risque avec ce gars-là, mais là où il peut être complémentaire avec un Golladay, c'est que lui, tu lui dis, bon bah toi tu cours tout droit, tu sais courir vite, tu cours tout droit et t'attrapes le ballon qu'on t'envoie quand t'es quand t'es complètement démarqué. On compte pas sur toi pour faire les passes dans le slot, ça c'est Sterling Shepard. Les passes compliquées contre le WR 1, enfin le CB1, ça c'est Golladay. Et puis Darius Slayton. De toute façon, il va jamais le cornerback 1 va pas aller sur Ross. Non. Donc ça aussi c'est intéressant, c'est qu'en fait il était en position un peu de receveur dominant quand il est arrivé en tant que premier choix de draft pour les Bengals. Là il arrive en tant que receveur numéro 4 voire 5 puisqu'il a Slayton devant lui et Golladay, donc ça va être compliqué et c'est même pas sûr qu'il fasse le roster dans tous les cas. Mais il pourrait potentiellement se retrouver contre un CB1, hein. Rappelle-toi qu'il y a quand même des équipes qui ont des cornerbacks qui en fait ne suivent pas nécessairement le premier receveur, mais ont un côté du terrain auquel ils sont assignés. Je suis d'accord, mais la plupart du temps, malgré tout, il va se retrouver contre des cornerbacks de seconde zone. Je suis d'accord. Voire, alors là, ce serait le meilleur des cas, mais s'il se retrouve avec un linebacker parce que la défense a pas switché ou quoi que ce soit, alors là, c'est gagné. Mais il peut aussi faire des réceptions un peu plus courtes, mais si c'est lancé dans la course, il gagne. J'ai vu une des réceptions qu'il fait avec les Bengals où effectivement il fait un petit tracé poste et il enrhume tout le monde derrière parce qu'il est extrêmement rapide. Donc ça peut être intéressant. Dans tous les cas, je trouve que ça va un peu dans le sens de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on va améliorer ce jeu long et on va obliger la défense à nous respecter un peu plus sur le jeu long, là où cette année ça a été catastrophique et qu'on jouait beaucoup trop de jeux courts. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu, mais Joe Judge a dit qu'ils avaient un peu revu les plans de jeu en attaque et les schémas tactiques. Bah, ce qui est une bonne nouvelle, parce que justement, bien sûr. Voilà, mais je crois que là, on a à peu près compris ce qu'ils avaient revu. Hein. Vu les joueurs qu'ils ont signés, ça va dans le sens. Ouais. Alors, et on en parlera un peu plus tard, mais la signature. Il faut qu'on se dépêche parce qu'on est déjà à 47 minutes. Voilà, la signature de Kyle Rudolph qui était un peu inattendue fait un peu penser à Jason Witten. Alors, juste avant de parler de Kyle Rudolph, parlons juste de deux joueurs qui ont été signés. D'abord, on a un edge rusher qui est Ife Adi Odenigbo. Qui vient des Vikings, 27 ans, pareil, 1 an, 2,5 millions, pas grand chose. Apparemment, c'est un pass rush spécialiste plutôt. Oui, c'est ça. Et il a joué 3 saisons, il a fait 7 sacs en 2019, 3,5 sacs en 2020. Au total, dans sa carrière, il a pas joué la première saison, il a 59 plaquages. Sais-tu contre qui est son premier sac en NFL ? Je sais pas, les Giants par hasard ? Daniel Jones. Ah, sérieux ? Sérieux. Tout à fait. Ah bon, bah ça, donc, il a fait 28 QB hits, ça c'est beaucoup et ça c'est intéressant parce que les joueurs, les sacs c'est bien, mais les QB hits c'est aussi important parce que c'est mettre la pression sur le QB. Sur ça il est plutôt pas mauvais, donc je pense que dans la rotation c'est bien d'avoir un joueur comme ça et pour le prix où on le paye c'est plutôt cool. Voilà, et ensuite on a l'inside linebacker Reggie Ragland qui vient des Lions, 27 ans. Lui pareil, alors j'ai pas noté combien ce qu'il nous a coûté, mais il est pas très cher. Il a fait 3 saisons chez les Chiefs, il a fait une saison chez les Lions l'année dernière. Il loupe très peu de matchs, donc je pense que lui tout simplement tout ce qu'on peut attendre de lui c'est d'être le backup de Blake Martinez.
Donc, Ouais, alors ce sera a priori, si ça suit comme l'an dernier, c'est Tay Crowder qui sera en deuxième inside linebacker à côté de Martinez. Et le remplaçant l'an dernier en poste de linebacker, c'était Davante Downs, hein, si je dis pas de bêtises. Qui est parti et qui était de toute façon une merde irrégulière. Donc je sais bien qu'on ait un bon joueur de rotation aussi. Et tu vois, plus on avance, plus on en discute, plus je me dis qu'on s'est quand même renforcé un peu partout, quoi. Et ben justement, ça nous permet de faire une magnifique transition vers le tight end Kyle Rudolph qui vient des Vikings. C'est quand même le deuxième joueur qu'on signe des Vikings cette saison. 31 ans, 2 ans, 12 millions de dollars. Ça peut monter jusqu'à 14 millions. Il a des bonus. Donc ça ne nous coûte pas bien cher. Moi j'aimais bien Kyle Rudolph quand il s'était présenté à la draft. Il venait de Notre-Dame. Il a été drafté au second tour en 2011. Donc c'est un joueur qui a pas mal d'expérience. Il a fait 2 fois le Pro Bowl en 2012 et 2017. Et ce que j'aime bien chez ce joueur, c'est qu'en effet il fait un peu penser à Jason Witten, pas avec le même talent, mais c'est un tight end polyvalent qui est capable de bloquer et qui surtout sa dernière passe droppée, elle date de 2018. Ah merde, j'allais le dire, c'est chiant, c'était ma stat que je voulais sortir. Ah, je suis désolé. Je la mettais de côté. Non mais c'est pas grave. Non mais t'as raison, et ça c'est donc une conséquence directe d'un autre tight end à nous qui fait que des drops, hein, bizarrement. Donc juste sur ses stats, il a 4488 yards en carrière, 68% de passes lancées dans sa direction et qui sont attrapées. Donc il y a aussi des passes qui sont irrattrapables, donc c'est beaucoup, 68%. Et c'est pas étonnant que sur des tight ends on ait des pourcentages qui soient plus élevés que sur des receveurs. Mais effectivement, tu as raison, un seul drop depuis 2018. C'est top, parce que c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est des mecs sûrs qui vont rattraper les ballons. Donc je trouve que c'est une bonne signature. Ça fait beaucoup d'argent, mais en fait on se pose des questions. Qu'est-ce qu'il va devenir Est-ce qu'il va jouer aux côtés d'Evan Engram, plus Toilolo, plus Caden Smith? Comment on va faire? Là, on se pose un peu des questions. Est-ce qu'il risque d'y avoir dans les prochains jours encore des moves côté tight end? Je ne sais pas. Jason Garrett adore les tight ends, donc peut-être qu'on va avoir 4 gros tight ends. Ouais, mais en fait, justement, Evan Engram, ce n'est pas un gros tight end. Quand tu regardes un Caden Smith qui est un backup... Non, mais gros tight end, je veux dire, de joueurs bons, ou qu'on estime comme plutôt bons, normalement. Mais ce serait quand même pas mal. Tu avais parlé de l'éventualité d'un trade de Evan Engram. Ce serait pas mal qu'en fait, on arrive à se séparer de Engram contre un tour de draft. Je serais content si on a un 5e tour de draft, mais si on arrive à obtenir mieux, ce serait quand même pas mal. La détresse, quoi. Putain, le mec, on le prend en premier tour et on est content si on en a un 5e. Ouais, c'est un buzz total, hein, mais que veux-tu le truc, c'est que un Rudolph, c'est vraiment ce qu'on appelle un inline tight end. Donc c'est le gars, il est collé à la ligne offensive et tu sais pas s'il va être là pour bloquer ou s'il va être là pour recevoir un ballon. Alors que en fait un Evan Engram, on sait qu'il est incapable de bloquer et on sait qu'il est incapable de recevoir. Donc en fait on le défend pas. Il sert. Je crois qu'il sait très bien porter l'eau pour amener le gourde de Gatorade à ses joueurs. Mais c'est vrai qu'Engram, il a été beaucoup aligné en slot et en receveur, donc moi je l'aime pas du tout quand il est en receveur. Je le trouvais plus intéressant à tight end, mais vu qu'il bloque pas trop, c'est compliqué. Bon, voilà. Et tu n'as pas parlé de Mike Glennon, nouveau quarterback remplaçant. Mais j'attendais que tu en parles parce que je me suis dit, je monopolisais un peu trop la parole. Bon, en tout cas, moi je trouve que c'est une signature intéressante, Mike Glennon, puisque seulement 1 an, 1,35 millions de dollars, c'est rien. C'est 1 million de moins que ce qu'on payait Colt McCoy l'année dernière, donc ça c'est vraiment cool. Et il n'a pas un bras, il n'a pas le bras de ma grand-mère comme Colt McCoy avait, mais il lance. Alors c'est pas un quarterback titulaire, mais à chaque fois on le dit, qu'est-ce qu'on attend d'un quarterback remplaçant? C'est de pouvoir assurer les quelques matchs où on va avoir le quarterback titulaire qui risque d'être blessé. Et donc je pense que Mike Glennon, il joue très bien ce rôle. Il a un bon gabarit de bon QB, bien stock. Il est grand, il est lourd et il a encore un bon bras, comme on disait. Donc moi je pense que c'est un upgrade aussi. On paye moins et c'est un upgrade, donc on a tout gagné sur ce deal. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, c'est aussi un joueur qui a de l'expérience comme titulaire, parce que Mike Glennon, pour rappel, il a été drafté en 2013 au 3e tour par les Bucks. Il a fait 3 ans avec les Bucks et il a été pas mal titulaire chez eux. En gros, sur 34 matchs joués, il a été titulaire 27 fois. Donc après les 3 ans chez les Bucks, il allait à Chicago, il allait en Arizona, il allait à Oakland et l'année dernière, il était à Jacksonville. Donc c'est en effet, je suis d'accord avec toi, un upgrade, meilleur joueur, plus jeune, moins cher et stats très très intéressantes. Il est
il est plus jeune que moi d'1 an, jour pour jour. Ça alors, Et écoute, voilà. quand on fêtera ton anniversaire, on fêtera le sien en même temps. Et tout à fait. Je croyais que tu allais me dire stat très intéressante, il a le cou le plus long de NFL, mais non, tu m'as parlé de son anniversaire. Il a un cou de 56 cm quand même. Ouais, oui, il assez paraît qu'il a. Ouais, moi j'aime bien. T'as jamais vu ça? Ouais, non, mais je sais pas si vous avez. Ils en parlaient tout le temps dans le Hard Knocks quand c'était sur les Raiders. Ah, bah j'ai pas regardé ce Hard Knocks là, mais en tout cas, si vous suivez le blog du Drawplay, qui est en fait un illustrateur qui fait des petites bandes dessinées sur les Giants, c'est un fan sur la NFL pardon, et c'est un fan des Giants ce gars-là. Et ben à chaque fois qu'il dessine Glennon, il dessine un gars avec un super long cou, c'est incroyable. Ouais, oui. Donc voilà. Non, mais en fait, je pense qu'en effet, globalement, on n'a pas des moves ultra flashy. Mais à part un Kenny Golladay par exemple, mais ouais. on a quand même le sentiment qu'on s'est renforcé à pas mal de postes. Ah oui, moi je pense tout à fait, exactement. Ah oui, alors il y avait une question ensuite, moi qui me taraude évidemment, je vais te la poser. On s'était dit signature obligatoire en free agency, on voyait pas comment en draft, on voyait pas comment signer un wide receiver, et il y a des gens sur Twitter qui, à très juste titre, m'ont posé la question. Qui est-ce que tu vois maintenant qu'on a signé Golladay? À ton avis, est-ce qu'on se dirige encore vers un wide receiver à la draft? Moi, j'aurais tendance à dire non, parce qu'on a signé aussi John Ross. Donc ça c'est ça qui te fait un peu te dire, est-ce qu'on a besoin encore d'un autre receveur en plus? J'ai l'impression qu'on est un peu full là au poste de receveur. Je suis pas sûr qu'on ait besoin d'un nouveau receveur à la draft. Tout dépend. Quel est ton avis, toi? Justement, je voulais te poser la question. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu ferais si tu étais... après, ça va dépendre de qui tombe jusqu'à toi au 11e tour, évidemment. Mais là, voilà, si tu dois prendre une décision maintenant, les yeux fermés, tu dirais quoi? Je dirais plutôt autre chose qu'un receveur. Puisque moi aussi. En fait, apparemment, on est censé avoir de très très bons receveurs cette année, mais là, c'est sûr qu'avec un gars comme Kenny Golladay, le besoin d'avoir un receveur, d'avoir un très gros receveur dans le premier tour est pas aussi important. Moi, je pense qu'on a aussi des postes auxquels il faut encore qu'on se renforce. Je le disais, il y a cornerback. On n'a pas de cornerback 2, ce serait quand même pas mal qu'on ait un autre guard, parce que je suis pas très confort avec Hernandez et Lemieux. Pour moi, il faudrait qu'on ait quelqu'un d'un peu mieux. Sans mauvais jeu de mots à part. Donc voilà. Et puis aussi peut-être qu'on peut avoir des options en tant que edge rusher qui pourraient être intéressants à la draft. Après moi on en parlera plus tard à la draft. Moi j'ai absolument pas suivi la NCAA, je ne connais pas les prospects, je les découvre un peu au moment où ils sont sélectionnés, comme ça moi ça m'évite d'être déçu. Tu t'attaches pas à un joueur avant en disant il faut absolument qu'on choisisse. Ça je me suis embêté quand j'avais beaucoup de temps à revendre à la NFL. Quand j'étais jeune et étudiant, je regardais des vidéos de la NCAA jusqu'à 3h du matin en me prenant des notes, en me disant ah ouais, lui il a bien fait son move alors que j'y connais rien. Et puis en fait tu t'entiges d'un joueur en disant ah ce serait trop bien qu'on l'ait, et puis il est drafté par les Ravens ou par les Vikings et t'es ultra déçu. Donc moi j'avais peur que c'est ce qui m'arrive avec Golladay et que bon, j'étais tellement hypé sur lui et qu'on le signe pas finalement. D'ailleurs, j'ai hésité à moi à tweeter si on le signe pas, on va tous être en PLS et tout. Je me suis dit non, je vais porter le mauvais oeil, je préfère rien dire. Ah, mais ça, c'est moi qui l'ai fait. Tu l'as peut-être pas vu. Mon tweet. D'accord, non, j'ai pas vu. J'avais fait un tweet où c'était si on signe Golladay, ça va ressembler à ça. Et puis tu vois le truc où il y a Michael Scott qui est dans son bureau avec du champagne. Et si par contre on le signe pas, tu sais, je sais plus quel acteur c'est, mais c'est ce Black qui est en train de chialer sur son canapé. Et je lui dis si on signe pas, on va tous être comme ça. Oui. Donc c'est sûr. Voilà. Juste un autre truc sur cette draft, ce qui est bien aussi, le fait qu'on ait Golladay, c'est que nous, tu vois, la preuve que nous, on sache pas dans quelle direction on va s'orienter, ça nous rend aussi un peu plus illisible, ou plus difficile en tout cas à lire, et donc ça c'est bien, parce qu'on est souvent arrivé à des drafts où tout le monde savait déjà avant qui on allait drafter, et du coup tu perds certains moyens de pression et de surprise. Donc là, le fait que on n'ait pas de... Alors, on a des trous, comme tu l'as dit, mais c'est pas des trous qui sont suffisamment obvious pour que tout le monde sache que c'est le joueur qu'on va prendre, tu vois. Donc ça nous laisse... je trouve que c'est plus intéressant d'arriver un petit peu en mode sneaky, on sait pas trop qui on va prendre, et aussi, on peut prendre ce qu'ils appellent le best player available, potentiellement. C'est... j'ai pas de besoin à la draft, et ça, Gettleman l'a dit souvent,
on ne va pas à la draft en essayant de combler des trous, mais on va à la draft en essayant de prendre les meilleurs joueurs possibles, surtout au premier et deuxième tour. Donc là, je pense que c'est ce qu'on va pouvoir faire, à mon avis. Moi, si je devais donner un avis là, je me dirais, effectivement, les 3 postes, ce serait O-line, ce serait corner, et pourquoi pas linebacker aussi. Il peut y avoir du beau monde. Je crois qu'il y a Micah Parsons qui peut être intéressant. À voir, en fait, qui tombe jusqu'à nous. Et dans tous les cas, on peut pas trop se tromper, puisque j'estime qu'on n'a pas d'énormes trous comme on pouvait en avoir il y a 2-3 ans. Non, c'est clair. Là, on est en effet en bonne posture. Maintenant, il va falloir patienter jusqu'à fin avril, donc on a pratiquement pour 1 mois et demi. Avant ça nous laisse du temps de taffer un peu pour faire un podcast digne de ce nom, parce que si on arrive au podcast et qu'on ne sait pas qui fait quoi. D'ailleurs, on aura un invité pour le podcast pré-draft, puisque Trey se joindra à nous pour en parler. Je pense qu'il est en ce moment même en train de réviser, en train de regarder des heures et des heures de vidéos pour voir quels sont les meilleurs joueurs de la draft. Il n'a que ça à faire d'ailleurs. Soit il nous fait des logos, soit il est notre expert draft. Et encore une fois, on le remercie énormément pour sa contribution à la page NY Giants FR sur Twitter. Qui a enfin une identité visuelle et un peu de cool. gueule. Voilà, bon, est-ce que tu as des choses à rajouter ? Eh ben écoute, non maintenant il va falloir on peut juste rêver de la très belle saison qui se présente pour les Giants, mais ça c'est ce que toutes les équipes font entre mars et avril, où tout le monde pense qu'ils peuvent remporter le Super Bowl avec leur effectif, mais il ne faut pas s'en priver. Et l'optimisme est toujours de mise à ce moment-là de la saison. Et j'ai quand même vu, pour finir, une petite stat, alors j'ai plus exactement en tête, mais il montrait en gros que c'était jamais les équipes qui dépensaient le plus à la free agency qui gagnaient le Super Bowl, en tout cas pas cette année-là. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a fait une énorme free agency que c'est un signe qu'on va gagner le Super Bowl. J'ai taquiné nos amis fans des Eagles pour leur rappeler la fameuse Dream Team de 2011, où ils avaient signé des tas de gros joueurs. Ils avaient notamment signé le meilleur cornerback de l'époque, qui était Nandi Asomugha, et qui en fait n'a rien fait. Et 2011, on disait les Eagles ont remporté la free agency, et c'est aussi l'année où les Giants ont remporté le Super Bowl. Bien la preuve que ça confirme ce que tu viens de dire. Ouais, c'est bien de remporter la free agency, mais ça fait pas de trophée malheureusement. Voilà, bon, sur ces bonnes paroles, on s'arrête là. Merci Thiergo d'avoir été là sur ce podcast, ce nouveau podcast Only a Giant podcast évidemment, et on vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le podcast pré-draft. Je me trompe pas, c'est bien celui-là le prochain qu'on va faire. Il me semble, oui. Il me semble, oui. Écoute, moi aussi. Allez, à plus tout le monde, ciao. Salut.